on a un esprit critique, donc il ne faut pas forcément se fier à ce qui est écrit là pour la session. Le titre a un peu changé, les participants ont un peu changé, mais ça n'a pas été mis à jour, donc je vais rectifier. Donc le titre de la session, c'est presque ça. C'est comment un journaliste ou un élu peut-il se faire une opinion sur ce qui est vrai? Bon, donc on va, oui, j'entends, je vois des gens qui se disent, ça va être dur de traiter ça en 1 heure. On va faire ce qu'on peut, on va traiter une partie des choses. Voilà. Et donc, j'introduis cette table ronde en me présentant rapidement, vu que je parle, mais d'abord, et ensuite présentant surtout nos invités. Donc, moi, je suis Jean-Paul Krivine, rédacteur en chef de Sciences et Pseudosciences, édité par la FIS. Il y a un stand de la FIS pour ceux qui veulent à l'entrée du salon. Et donc, on a le plaisir d'accueillir, donc je vais prendre de votre droite jusqu'à votre gauche, Laurent Esquenet-Gox. Donc, vous êtes député de Haute-Garonne. Et donc, vous m'avez expliqué la partie de la Haute-Garonne qui est ici. Donc, vous êtes le député, voilà, vous êtes chez vous ici. Merci de nous accueillir. Et membre de la Commission des affaires culturelles et d'éducation de l'Assemblée nationale. Géraldine Bosner, vous êtes journaliste au Point. Et Victor Garcia, vous êtes journaliste à L'Express. Bonjour. Alors, moi, je vais introduire en 2 minutes, mais après poser plein de questions. On est dans des journées d'esprit critique. Donc, tout le monde ici sait par cœur ce qu'est l'esprit critique et tout le monde, bien sûr, a la même définition rigoureuse de ce qu'est l'esprit critique. Mais enfin, en tout cas, ma définition, c'est entre autres et essentiellement savoir à qui faire confiance pour, je dirais, trouver des informations, à qui apporter sa confiance. Le mot confiance est fondamental parce qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, dès qu'on est confronté à un sujet, ben, on a envie de se dire, OK, c'est quoi la source? Et parmi les gens à qui on va apporter sa confiance, il y a bien sûr les journalistes. Avec plus ou moins de succès, on peut sortir tous les sondages sur croyez-vous ou pas ce que racontent les journalistes, mais c'est bien sûr une source de confiance. Donc la question est décalée d'un cran, mais eux-mêmes, les journalistes, sont-ils dignes de confiance? Comment font-ils pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Donc on va revenir sur ça. Et puis une deuxième catégorie de personnes où on se dit, on espère quand même parce qu'on leur apporte non seulement notre confiance, mais nos voix, on vote pour eux, c'est les élus. Mais eux-mêmes, comment s'informent-ils? Ils vont proposer des projets de loi, des propositions de loi, ils vont légiférer, ils vont faire toute une série de choses. Mais comment eux-mêmes s'informent-ils? Et donc, c'est une question qui nous préoccupe en tant que citoyens et en tant que, je dirais, agissant pour l'esprit critique. Donc, c'est un peu ça qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par une première question. Alors, les questions sont adressées un peu à tout le monde. Alors, parfois plus aux journalistes, parfois plus à l'élu, mais tout le monde se sent libre de prendre la parole et de réagir. Et on gardera un petit peu de temps à la fin, j'espère, pour prendre les questions de la salle. Donc, première question, plutôt aux journalistes, mais comment faites-vous sur des tas de sujets qui sont controversés, mais controversés, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce qu'on appelle controversé? Mais enfin, il y en a plein dans l'actualité. Allez, au hasard, l'homéopathie, le nucléaire, les énergies renouvelables, le glyphosate, les pesticides. Je peux prendre tous les sujets qu'on imagine. Quand vous, en tant que journaliste, êtes confronté à ça, on reviendra après sur qu'est-ce qui fait que vous êtes confronté à ça, mais comment vous faites pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, comment vous traitez le sujet? Et si vous pouvez illustrer de manière générale, mais aussi sur un exemple, ça serait très bien. Qui veut commencer, Victor? Oui, je peux commencer. Pour les généralités, c'est vraiment compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Je pense que ça demande un débat philosophique qui serait un peu trop long à mener ici. Mais disons que sur les premières bases, nous, on construit quand même en tant que journaliste des carnets d'adresses assez conséquents avec des scientifiques qu'on connaît, qu'on sait, qui sont fiables. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va pouvoir mener nos premières enquêtes pour savoir quand on va avoir un nouveau sujet, on va essayer de contacter des gens qui savent, contrairement à nous, qui ne sommes pas experts. En fait, nous, notre travail premier, c'est vraiment d'identifier les bonnes personnes qui vont pouvoir nous donner les bonnes informations, des gens en qui on a confiance. Et justement, après, je vous laisse continuer, mais comment vous savez que c'est un bon expert? Je sais qu'il y a une table ronde là-dessus, mais comment vous savez que vous n'avez pas finalement dans votre base un expert qui, je veux dire, qui n'est pas un bon expert et vous appuyez toujours sur lui?
Alors, c'est sûr on peut toujours se tromper, surtout que les experts peuvent être bons à un moment et puis moins bons à une autre époque, etc. Donc, c'est une vraie question. Disons qu'il y a des relations de confiance qui s'établissent, mais après, il y a aussi des protocoles, enfin, entre guillemets, des protocoles, mais il y a, par exemple, les services presse des grandes institutions, je sais pas, des grands centres de recherche, des facultés, de l'INSERM, du CNRS, etc. Et puis, encore une fois, nos carnets de contact avec des gens à qui on sait qu'ils continuent à suivre l'actualité scientifique et leur domaine d'expertise. Et en fait, grâce à ces différents spectres-là, on va pouvoir avoir quand même une idée d'à peu près qui est pertinent sur les sujets. Mais ensuite, si on veut rentrer dans le détail, c'est effectivement une question compliquée. Ouais, moi, j'ai une méthode un peu différente quand il s'agit d'un sujet polémique. Et on voit toujours arriver le potentiel polémique sur les sujets que tu as cités, pesticides, OGM, etc. Donc moi, je me suis fixé une règle depuis que j'ai compris que je lis moi-même d'abord l'étude. Toujours. Parce que bien souvent, je m'aperçois que l'étude et les données publiées ne disent pas la même chose que ce qui en est dit par ceux qui la publient ou par le communiqué de presse qui est publié conjointement. Et pour identifier les experts, moi, je m'appuie pas mal sur les sociétés savantes parce que c'est souvent des sujets, j'y connais rien. Moi, j'ai plein d'exemples, hein, mais quand il y avait eu cette fausse affaire des bébés sans bras dans l'Ain avec une agénésie des membres supérieurs, voilà, j'avais pas d'expert. Donc, il y a des sociétés savantes, il y a des registres, et c'est généralement, alors eux, ils sont très contents qu'on les appelle parce que on s'aperçoit qu'ils sont très, très rarement appelés par la presse. Et sur des affaires très médiatiques, il m'est arrivé d'appeler, mais même 3 ans après que l'affaire ait éclaté dans la presse, le spécialiste français de la question, qui n'avait jamais été contacté par personne. Donc, ça permet de poser les choses. Et souvent, on l'identifie aussi parce que ce sont des gens qui doutent. Ils nous disent jamais oui ou non. Ils nous disent généralement oui, envoyez-moi l'étude, je vais regarder. J'ai besoin de 48 heures. Et ça, généralement, c'est bon signe. Alors après, nous, en tant que journalistes, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on doit se battre un peu avec notre chefferie pour leur dire non, l'article, tu n'auras pas tout de suite. Ça va attendre un peu. Et c'est souvent le plus difficile, c'est de faire admettre à nos supérieurs que ça vaut le coup d'attendre, c'est pas grave si ça prend 3 jours et si on l'a pas le jour même. Je reviens à Victor, vous voulez donner un exemple éventuellement? Oui, juste je suis d'accord complètement avec ce que Géraldine vient de dire sur les sociétés savantes. Et sur la lecture de l'étude, c'est sûr que on essaye de les lire. Moi, en tout cas, c'est rare que je comprenne toutes les études, parce qu'on brosse plein de sujets, je ne suis pas expert de ces choses-là. Et effectivement, une fois qu'on peut se faire une idée de l'étude déjà pour essayer de percevoir un petit peu les premières informations, et ensuite, effectivement, contacter des experts qui nous expliquent exactement ce qu'il y a dedans et qui sont indépendants de ceux qui l'ont publié. Et donc, j'ai un exemple parfait pour ça. C'est à l'époque de l'hydroxychloroquine, quand Didier Raoult publie sa première vidéo en disant voilà, fin de partie. Je vais essayer de faire assez court, parce que j'ai déjà raconté cette histoire. Mais c'est bon, les mêmes qui sont dans la salle. C'est vrai. Et donc, du coup, il dit ok, fin de partie. Et j'ai trouvé l'hydroxychloroquine. Moi, à l'époque, je ne sais pas exactement ce que c'est que l'hydroxychloroquine. Et donc, mon premier réflexe a été de contacter d'autres chercheurs, notamment deux chercheurs qui ont fini au conseil scientifique plus tard, et de les appeler. C'est un hasard, mais je les appelle en leur disant bon, vous avez vu, vous avez eu ça. Il me dit oui, effectivement. Il me dit, le premier chercheur m'a dit écoutez, l'hydroxychloroquine, on nous la sert à toutes les sauces, pour le MERS, pour même chikungunya. Enfin bon, voilà, ça marche très bien en labo, rarement dans le réel. Donc bon, voilà, moi j'y crois moyennement, mais pourquoi pas. Et le deuxième chercheur me dit écoutez, vous avez vu l'étude. Et l'étude à l'époque, c'était ce que Diarao avait mis un lien, et c'était simplement un document, une sorte de communiqué de presse en fait du gouvernement, enfin de médecins chinois et du gouvernement chinois, dans lequel il y avait absolument zéro info. Et donc du coup, je dis oui, j'ai vu, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Il me dit forcément, s'il dit ça avec tant de certitude qu'il a trouvé la solution, c'est qu'il doit avoir des informations en plus, il doit avoir l'étude qui n'a pas encore été communiquée. Et donc là, c'est le mécanisme en fait du journaliste, ça va être de téléphoner à l'IHU à cette époque-là pour leur dire est-ce que du coup vous avez des données forcément en plus, vous avez forcément une étude qui vient appuyer en fait vos dires. Et je m'étais vu expliquer que écoutez mon bon monsieur, je vous dis que moi ça fonctionne, vous n'avez pas besoin de vous poser plus de questions. En fait, ils n'avaient pas d'études en plus. Et c'est là où j'ai commencé à douter
de la véracité ou en tout cas de la fiabilité de l'information qu'il y avait. Je rebondis sur cet exemple parce qu'il est vraiment excellent et symptomatique aussi de la dérive ensuite. C'est que moi, au même moment comme toi, donc j'ai pas l'étude, donc je n'écris rien. Et l'étude, on l'a quand même assez vite, quelques jours après. Et donc, quand je reçois l'étude, je la lis. Elle est quand même très courte. Elle fait 6 pages. Et même si on n'est pas spécialiste, je pense que n'importe qui, même non scientifique, pouvait voir qu'elle n'était pas valide. L'étude, elle portait sur 26 patients. Et il y en a 6 qui étaient exclus du résultat. C'est décrit. 3 parce que, je sais plus, ils avaient quitté le truc. 1 parce qu'il était mort. 3 parce que leur état s'était aggravé. 1 parce qu'il était mort. Et puis un autre qui avait quitté le truc ou qui avait eu des effets secondaires. Donc on se dit quand même tout de suite, ah bah c'est vrai que quand on enlève les morts et les malades, on a des bons résultats. Ça sautait aux yeux. Et c'était sur cette première étude du 20 mars de 6 pages. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que cette étude, personne ne va la lire, ni dans les médias, ni parmi les politiques qui les ont soutenus. Je me souviens d'avoir appelé à l'époque l'ancien ministre de la Santé, non, pas Monsieur Véran, qui avait très fortement défendu Raoult dans les médias et qui m'avait dit ah ben non, je l'ai pas lu. Douste Blazy. Et je ne l'ai pas lu et je lui fais confiance. Et ça va durer quand même 2 ans, cette affaire, où pendant 2 ans, personne va prendre la peine de lire ces 6 pages. C'est préoccupant. Je n'ai pas la réponse. Ça continue à me fasciner, mais c'est un fait. On viendra sur des questions spécifiques, mais est-ce que le député veut réagir sur ce qui a été dit? Non, la grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tout est vrai ou tout est faux jusqu'à preuve du contraire. Et même une fois qu'on prouve que c'est faux, ça continue à diffuser très très longtemps après. Donc c'est un petit peu la difficulté. Pour ce qui est des députés, en tout cas je parle en mon nom, la grosse difficulté c'est qu'on est confronté à tous les sujets de la société et on n'a pas la possibilité d'être expert dans tout, voire même dans pas grand-chose, je dois dire, si je suis suffisamment humble. Et donc on est obligé de s'entourer, ou en tout cas une partie du travail du député, contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est pour ça des fois que penser qu'il n'y a pas grand monde dans l'hémicycle, c'est que le plus gros du travail il se passe en audition. C'est-à-dire qu'en fait, on va lister un certain nombre de chercheurs, un certain nombre de journalistes aussi des fois, ou de spécialistes, et puis on va croiser un petit peu les données pour se faire une opinion. Après, on a aussi le soutien de son groupe politique, souvent, qui va avoir des spécialistes qui vont travailler sur les sujets pour nous les amener. Mais on est comme tout le monde, en fait, et comme les journalistes, mais même comme tout un chacun, on peut se faire largement avoir. Il y avait le fameux sujet des punaises de lit. Bon, le sujet existe au départ, mais amplifié par une puissance étrangère qui nous veut du mal, la Russie, le sujet a pris une ampleur tellement folle que tout le monde s'est mis à paniquer complètement, y compris, moi je me suis renseigné sur les punaises de lit, on disait il y en a plein dans les trains aussi, vous allez attraper dans les trains. Or, les spécialistes que j'ai consultés me disent la punaise de lit n'aime pas la lumière et n'aime pas les vibrations, il n'y en aura jamais dans les trains. Voilà. Et malgré ça, tout le monde s'est mis à dire on ne peut plus prendre le train, et quand même l'objectif de M. Poutine, ou en tout cas de ses bots et de ses services secrets, c'était de faire penser qu'on ne pouvait pas organiser les Jeux Olympiques et faire fuir les gens. Donc il faut toujours essayer de comprendre, est-ce qu'il y a derrière une volonté de nuire, une volonté de désinformer. La question est autour de ça, quoi. On a le même sujet avec les croix de David, les croix de David bleues sur les murs. Donc là, comment on peut désinformer très rapidement les gens, c'est que avec 2 Moldaves qui peignent des étoiles de David sur les murs, ça s'emballe médiatiquement et on est face à une poussée d'antisémitisme qui existe, mais elle n'était pas liée à ça, quoi. Donc, et là, c'est très, très rapidement repris par tout le monde, et qui vérifie effectivement les faits, c'est très compliqué parce qu'un député, je parle toujours en mon nom, il n'a pas des possibilités d'enquête extraordinaires non plus, hein. Il est obligé de se baser aussi sur des experts, voire même sur les excellentes cellules du service public de fast-checking. Juste pour redonner le contexte, donc l'histoire des punaises de lit, tout le monde l'a suivi, hein, c'était la psychose qui s'est emparée autour des cinémas, paraît-il également ici dans ce genre de salle, au compte de l'esprit critique, et puis des tags de croix de David sur les murs. Peut-être pour préciser le contexte, vous en tant que député, vous avez été particulièrement impliqué justement dans cette analyse des ingérences étrangères dans l'information. Oui, alors bon, j'étais vice-président de la commission d'enquête des ingérences étrangères qui avait eu lieu l'année dernière. Sur le fond, je ne me rappelle pas l'histoire politique, mais
un droit de tirage du RN pour se blanchir des deux prêts de Mme Le Pen. Mais au sein de cette commission d'enquête avait émergé effectivement l'idée, enfin en tout cas quelques éléments sur les ingérences dans les médias. Et donc, notamment la fameuse affaire Mbarki sur BFM TV, où passaient des petits reportages entre minuit et 3 heures du matin pour montrer que le reportage qui a été fourni par un lobbyiste, avec un format très proche des réseaux sociaux, et ce petit reportage montrait combien les sanctions qu'on avait fait contre la Russie n'étaient pas bonnes pour la France. Voilà, bon, je simplifie. Et tout ça a été utilisé après sur les réseaux sociaux en disant, vous voyez, le mainstream le dit aussi, donc les grandes chaînes d'information le disent aussi, donc c'est vrai. Et donc, suite à ça, comme ce sujet avait été très peu évoqué dans cette commission d'enquête, j'ai demandé une mission à l'Assemblée nationale pour faire un focus justement sur les ingérences étrangères dans les médias. Et donc, c'est sur ce sujet-là, ça a démarré un petit peu il y a 15 jours. Et c'est sur ce sujet-là, justement, qu'on essaie de comprendre quels sont les mécanismes, non pas peut-être la vérification, mais les mécanismes qui permettent de faire passer des informations. On a le cas célèbre, c'est ce que m'a dit un expert en audition. Il me dit des fois, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire un truc très compliqué technologiquement ou voilà, de mobiliser de gros moyens. Et il suffit d'envoyer un communiqué de presse à l'AFP. Alors bon, je ne creuse pas sur l'AFP, hein, mais on a le cas à Gaza au tout début de l'intervention israélienne à Gaza, le bombardement supposé de l'hôpital militaire, de l'hôpital civil, pardon. Le simple communiqué du Hamas, qui n'est quand même pas la meilleure source d'information, j'allais dire, démocratique du monde, ça s'emballe, et donc l'AFP a répercuté ce communiqué, ce qui a laissé penser que c'était Israël qui avait bombardé l'hôpital. Or, on sait que vraisemblablement, ce sont des roquettes parties de Gaza elle-même. Et justement, donc sur cette faire rebondir les journalistes, si on prend l'histoire des punaises de lit ou quelques affaires qui ont été évoquées comme ça, comment vous, en tant que journaliste, pas vous personnellement, mais je suppose que dans vos rédactions, vous en avez discuté, vous avez été confronté à ce problème, comment vous l'avez traité Moi, il se trouve que j'ai vécu à New York, hein, et qu'il y a quelques années auparavant, il y avait eu la même chose, en fait, une espèce de psychose. D'une année sur l'autre, on était passé de 500 déclarations à plus de 25 000 déclarations. Tout le monde était terrifié. Donc, en fait, je connaissais assez bien la thématique punaise de lit. J'en avais eu chez moi. Bon. Et donc, on voit très bien les mécanismes de psychose. Donc, je suis d'accord avec vous que des puissances étrangères peuvent s'en saisir, mais je ne pense pas que ce soit la source. Et elles sont assez normales, et ça m'a évoqué aussi une autre histoire. La question n'est pas, enfin, ces psychoses collectives, elles existent, elles ont toujours existé dans l'histoire, et il y en aura d'autres. La question, c'est comment les médias les reçoivent et les traitent. En 99, bon, c'est un petit peu vieux, vous vous en souvenez peut-être, il y avait eu comme ça une espèce de psychose, et c'était au moment où c'était la première fois qu'on a utilisé le principe de précaution pour les politiques. Il y avait en Belgique, dans une université, 200 jeunes qui ont dit on a des maux de tête, on a des malaises parce qu'on a bu du Coca-Cola. Et c'était quelques jours après l'affaire du poulet à la dioxine. Panique. Et entendant ça à la télévision, il y a plein de gens qui avaient bu du Coca qui se sont dit « Ah bah moi aussi, j'ai la migraine, c'est lié ». Il y a eu une énorme psychose à tel point que la ministre de la Santé de l'époque a fait retirer 50 millions de canettes de Coca. L'action Coca a plongé à Wall Street, alors que les scientifiques disaient non, mais en fait, c'est pas possible. On a cherché, on trouvait pas la source. La source, c'était des palettes de bois dans une usine de Coca où il y avait des fongicides. Ça avait pu toucher les culs de bouteille. Donc, et les toxicologues ont tout de suite dit, mais il y a pas le moindre lien. C'est impossible. On les a pas du tout écoutés, et le politique a surréagi. Donc c'est plutôt la réponse qu'on y apporte, et c'est là où l'esprit critique est important, parce qu'on le perd de vue. Je vais prendre un dernier exemple, mais qui est assez symptomatique. C'était sur cet effet l'aluminium dans les vaccins, où pendant quelques années il y avait une l'équipe du professeur Gherardi en région parisienne, qui avait inventé une maladie qui était le myofascite à macrophage, qui l'avait lié à cet aluminium dans les vaccins. Alors, c'était des symptômes vagues, c'était des gens qui avaient une fatigue, qui avaient des nausées, c'est jamais bien défini. Et en fait, moi, quand je m'étais penchée dessus, je m'étais dit, c'est quand même curieux, parce qu'il y a quelques 200 millions de vaccins avec de l'aluminium qui sont mis dans le monde. Il y a 500 cas de cette maladie dans le monde, c'est fou, ils sont tous
dans cette université, tous trouvés par l'équipe de ce monsieur. Il n'y en a nulle part sur la planète. Comment, enfin ça normalement, quand on a l'esprit bien constitué, c'est les questions qu'on se pose. Comment se fait-il que ces questions ne se soient pas posées et que pendant des années, cette fausse maladie ait fait la une de la presse? C'est une question et que je pose aussi aux politiques, parce que quand ça dérape à ce point, il aurait fallu quelqu'un, et je pense une autorité, et je pense possiblement ministérielle ou politique, qui cycle la fin de la récré en disant « écoutez, c'est absurde ». Finit par retirer l'aluminium des vaccins. Hein. Mais après, une des vraies difficultés que je rencontre et qui m'est aussi ramenée par les experts que j'auditionne en ce moment, c'est en fait qu'on est passé maintenant dans une dimension de la vitesse de l'information. Autrefois, on lisait la presse papier, tant qu'une information se répercute, etc., ça prenait pas mal de temps. Puis la presse papier est très bien. D'ailleurs, je propose une PPL sur les droits voisins pour soutenir les médias d'information. Mais une proposition de loi sur les droits voisins. En fait, aujourd'hui, la grande majorité de la publicité bascule sur la partie numérique des GAFAM, on va dire. Et donc, ils utilisent notamment les informations pour vendre de la publicité autour de ça. Et donc, il faut qu'ils puissent rémunérer normalement les droits d'auteur des gens, les journalistes qui ont créé l'information. Or, en fait, en dehors de Google et un peu Facebook, personne ne veut rémunérer rien du tout. Et Google vient encore d'être condamné, puisqu'il ne respecte pas les engagements qu'il avait déjà pris lors d'une condamnation précédente. Donc, cette PPL veut aller un peu plus loin dans la PPL de 2019 pour justement que les médias d'information soient rémunérés à leur juste niveau. Et donc, je te disais sur la vitesse de l'information, c'est qu'aujourd'hui, en fait, une majorité de l'information est sur du numérique. Donc, elle va très, très vite. Elle est pratiquement gratuite si on regarde, notamment avec les GAFAM. Et donc, elle nécessite à chaque fois une réaction rapide. Et donc, c'est ça qui piège souvent les politiques, si je parle pour moi-même, mais aussi, quelquefois, les journalistes eux-mêmes. C'est qu'il faut être tout le temps dans la réaction et réagir relativement rapidement. À la limite, si vous prenez le temps de voir 15 experts et de passer 15 jours à étudier le problème, on va vous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne répondez pas? Donc voilà, et c'est ça aujourd'hui la difficulté. Autrefois, il y avait davantage de temps pour analyser les sources et les questions. Vous n'avez pas l'air d'accord? Je ne sais pas si autrefois on prenait plus le temps, forcément. Je me méfie un petit peu. Autrefois c'était mieux, mais peut-être que oui. Hein, je ne peux pas répondre à cette question. Mais oui, c'est sûr qu'un des critères pour répondre à la table ronde de comment est-ce qu'on essaye d'avoir des bonnes sources et de produire de l'information de qualité, en tout cas éviter de dire des bêtises, c'est effectivement prendre son temps. Et ce que disait Géraldine tout à l'heure, c'est en sciences, je trouve qu'en tant que journaliste qui travaille au service sciences, on est particulièrement confronté à ça. C'est qu'il y a beaucoup en fait de news qu'on va recevoir, qui vient du desk AFP, etc., et qu'on peut reprendre de manière assez vite. Je ne veux pas faire de classement entre les différentes rubriques, mais il y a des sujets qui peuvent être repris très vite, des sujets politiques ou des faits divers, etc. Finalement, on passe 2 appels et on a une information assez rapide à donner. En sciences, c'est quand même très différent. Quand on reçoit une étude scientifique, effectivement, on va essayer de la lire. On ne va pas forcément comprendre, nous, parce que moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas scientifique et je ne vais pas forcément tout comprendre. J'ai besoin d'avoir un expert que j'ai identifié ou qu'un service de presse de l'INSERM ou CNRS, comme je disais, a identifié pour pouvoir m'expliquer exactement le contenu de cette étude. Et ça prend du temps, effectivement. La plupart des chercheurs auxquels j'ai parlé sont en général effectivement assez prudents. Ils vont dire désolé, je ne vais pas vous répondre là dans 3 heures, ce qui est un peu notre timing à nous de journalistes, souvent. Et encore, je dis 3 heures, je suis sympa. Et qui venaient, ok, je peux vous répondre, mais peut-être demain, peut-être rapidement, voire peut-être la semaine prochaine. Sauf que dans le timing que nous, on a de journalistes, la semaine prochaine, on va dire, l'information est tapée, entre guillemets, et parce que les gens sont passés à autre chose. C'est aussi parce que la manière dont les gens consomment de l'information, les fautes sont partagées un peu à tout le monde, hein, mais effectivement, tout le monde ne va pas forcément être intéressé de relire une information qu'ils ont vue une semaine, même si là, ils sont sûrs d'avoir la bonne information, parce qu'ils vont consommer de l'information un petit peu, entre guillemets, en fast-food. Et on va produire aussi, certains médias vont produire de l'information en fast-food. Et donc, le temps, c'est effectivement un critère très important. Mais justement, sur ce temps,
il faut bien que vous le gériez. Je vais présenter des choses de forme un peu différente. Un sujet arrive, vous dites il faut le temps, il faut un jour ou deux. Simplement, il y a comment les gens consomment l'information, mais il y a aussi comment l'ensemble de la presse va traiter ça. C'est-à-dire le sujet inonde partout. On peut difficilement imaginer, on pourra prendre des exemples, que le Point et l'Express disent non, nous on dit rien, on viendra dans 2 jours, parce que il y a eu le tsunami médiatique là-dessus. Donc il vous faut réagir très vite. J'ai donné juste un chiffre. Une étude qui avait été faite qui montre cette difficulté. Elle avait été faite sur un domaine particulier, je ne l'ai plus tout à fait en tête, pour trouver sur la référence, c'était un domaine de santé, biologie, peu importe, un domaine très spécifique, qui avait regardé la couverture médiatique faite sur ce sujet-là, donc par la presse, donc c'est la presse écrite, et qui disait que la moitié des études scientifiques qui avaient été relayées sur sa période, qui avait été étudiée par les médias, seront réfutées un jour. C'est-à-dire que la presse a relayé un certain nombre d'études, la moitié vont être réfutées par la suite. Donc, on a relayé une étude qui finalement n'était pas valide, ce qui n'est peut-être pas un problème en soi. Sur les 306 méta-analyses passées en revue à ce moment-là, seules 5 ont fait l'objet d'un article de presse. Or, les méta-analyses, c'est prendre un peu du recul, donc celles-là sont moins relayées. Donc, je repose un peu ma question. Vous êtes contraint de couvrir très vite, vous n'avez pas le temps, donc comment faites-vous ? Alors, il y a plusieurs choses qui rentrent dans l'analyse de ces phénomènes, parce que ce qui a changé par rapport à peut-être il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, c'est la perception du scandale et l'écosystème médiatique. C'est-à-dire que on est vraiment beaucoup de médias en France. Pour vous donner une idée, on a 6 chaînes info. C'est-à-dire qu'on a plus de chaînes info en France, 68 millions d'habitants, qu'aux États-Unis, 320 millions. Donc, il y a une espèce de concurrence constante pour capter cette attention et le marché publicitaire qui va avec. Le scandale fait vendre. Donc, et alors, ce qui fait le plus vendre, c'est faire peur aux gens sur leur santé, c'est le scandale sanitaire. Et ça, il y a vraiment eu une inflation des sujets. Dès qu'il y a une potentialité de on va vous faire peur, vous allez tomber malade, voilà, c'est 2 trucs. Votre santé et le scandale, c'est le jackpot, c'est le clic assuré. Donc, les médias et aussi mainstream vont se jeter dessus. Donc, évidemment, on est en France, on est dans une démocratie assez avancée. Il n'y a pas un scandale par semaine, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il n'y en a même pas un par an. Enfin, il y a des scandales existent, mais il n'y en a pas autant qu'on le dit. Donc, une fois déjà, il faut avoir ça en tête. Donc, cet écosystème a changé et on a aussi un nombre de groupes d'intérêt qui ont intérêt pour pousser leur agenda politique à pousser ces scandales. Donc, vous avez les anti-OGM, vous avez les anti-nucléaires, vous avez les anti-pesticides, vous avez les anti-ondes, vous avez les anti-tout qui vont... Les anti-vaccins. Les anti-vaccins, naturellement, au premier chef, qui vont produire des études un peu bullshit, des trucs biaisés pour inonder la presse, pour se donner une apparence de scientificité. Et donc, on est obligé de lutter contre ces 2 phénomènes conjoints qui sont un peu des rouleaux compresseurs. Quand, en plus, ça rencontre les intérêts économiques, pour le coup, de grandes chaînes de distribution qui veulent vendre très cher du sans OGM, du naturel. Voilà, du naturel. Ça devient quelque chose, ça devient un espèce de rouleau compresseur sociétal contre lequel il est assez difficile de lutter. Et donc là, je reviens à ce que disait Victor, effectivement, c'est là que l'expérience compte quand même. Quand on coupe ces sujets depuis un certain nombre d'années, on essaye toujours, je crois, 3 comme moi, d'avoir les portables de scientifiques qu'on sait fiables, qu'on sait, quitte à ne pas les citer parce que c'est encore le problème, ils sont très prudents. Alors, ils disent, je veux bien te répondre, mais pas mon nom quand même parce que c'est pas très sérieux, j'ai pas complètement étudié la question à fond. Mais oui, c'est vrai qu'en tout cas, moi personnellement, je pense que tu ne me démentiras pas, on passe quand même beaucoup de temps à traiter des sujets qu'en fait, on n'aurait jamais dû couvrir parce qu'il n'y a pas de sujet. Je peux juste rebondir sur un point par rapport à différentes instances qui peuvent avoir des intérêts à pousser ou à pousser ou juste à relayer en fait des fausses informations. Il y a aussi, je vais pas me faire des amis mais tant pis, mais des maisons d'édition dans le monde de l'édition publient énormément de livres. Les médias ont leur propre responsabilité sur plein de sujets, je dis pas, mais dans le monde de l'édition, il y a quand même énormément de livres qui sont
poussées et qui vont entretenir notamment des paniques morales. C'est vrai que sur le côté sanitaire, il y a des vrais, c'est très vendeur. Je pense par exemple à des livres sur les écrans, sur la panique des écrans qu'il y a et qui vraiment représente une vraie panique morale au même titre que les jeux de... C'est le Flipper, je crois, à l'époque, avait entretenu des paniques morales aux États-Unis avec des scènes un peu hallucinantes. Je crois que c'était le maire de New York qui était venu avec une batte de baseball devant des caméras détruire une machine du Flipper en disant que c'était l'ennemi du diable. Ça, c'est une chercheuse qui me l'a raconté justement, qui travaille sur les écrans. Et aujourd'hui, avec les écrans, on a cette même panique morale-là, avec des livres qui sont vendus et qui fonctionnent très très bien. On a des chiffres et des stats notamment qui nous indiquent combien d'exemplaires sont vendus. Et ça, c'est des livres qui sont vendus à des dizaines de milliers d'exemplaires parce qu'on dit attention, vos enfants vont devenir complètement débiles parce qu'ils passent trop de temps devant leur écran ou les écrans vont augmenter des risques de suicide, etc. Et en fait, quand on parle à des chercheurs qui travaillent vraiment sur ces sujets-là et qui ne vendent pas des livres avec des titres buzz, vont dire ok, effectivement, il peut y avoir des problèmes avec les écrans. On a identifié en dessous de 3 ans, par exemple, il y a des recommandations, mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées. On nous parle de causalité et de corrélation. Effectivement, il y a des corrélations, mais en fait, les effets peuvent être bidirectionnels. Par exemple, il y a un moment donné, il y avait tout un truc sur l'autisme et les écrans. Et la chercheuse m'expliquait, en fait, on peut aussi l'expliquer par le fait que des enfants autistes peuvent être plus attirés par les écrans parce qu'ils se réfugient. Ce n'est pas les écrans qui les rendent autistes. Enfin, bon, voilà. Et qu'en gros, et tout ça, ça prend du temps. Et 2, c'est beaucoup moins buzzword, on va dire, de faire des sujets là-dessus. C'est beaucoup plus facile de dire, OK, les écrans rendent débiles, plutôt que de dire... On va vous expliquer les intérêts et les défauts des écrans, mais ça prend du temps. Et voilà. Ça me fait penser à quelque chose, je recherchais l'information rapidement, mais un truc tout basique. Vous allez sur la FNAC et vous tapez dans le moteur de recherche Ukraine. Quel est le premier livre qui sort? Vous tapez Ukraine, rien d'autre. Hein. Le livre sort, c'est le livre de Xavier Moreau, un complotiste qui vit en Russie et qui explique que la France s'est trompée. Voilà. Et donc, j'ai même moi-même verbalisé sur les réseaux sociaux le fait qu'on ne comprenait pas pourquoi le moteur de recherche faisait remonter ce livre-là. Il y a bien des sujets sur l'Ukraine. Je pense qu'il y a des beaux livres aussi, et pas forcément des livres de complotistes. Il faut savoir que ce livre de Xavier Moreau a été préfacé par Thierry Mariani, qui, devant moi, dans la commission d'enquête, a justifié l'annexion de la Crimée et l'invasion de l'Ukraine. Donc voilà, on peut être des fois surpris parce que simplement sur un site tout à fait parfait, quoi, qui vendent de la culture, mis en avant quelque chose qui va peut-être produire le buzz, quoi. Si on prend l'exemple des librairies en ligne, la FNAC par exemple, tapez vaccination, tapez des tas de sujets comme ça, vous allez voir que certains bons livres vont remonter, mais vous allez avoir beaucoup d'autres choses qui vont remonter. J'aurais une question un peu pour l'épidémie, mais je voudrais quand même terminer sur une question sur les journalistes. Donc j'entends bien, c'est en fait sur la sélection des sujets que vous avez, c'est-à-dire que vous êtes, on en discutait un petit peu avant, vous êtes pas des faiseurs d'opinion, mais des faiseurs de sujets, de thèmes qui vont être sur la société. Donc j'entends bien, vous dites, il y a pas mal de sources externes qui nous imposent un agenda. Alors il se trouve qu'on a probablement invité les bons journalistes qui se posent des bonnes questions, etc. Mais force est de constater quand même que les médias jouent quand même un rôle important pour imposer, enfin c'est pas forcément une volonté, mais pour faire qu'il y ait un agenda à certains sujets. Par exemple, le tritium dans l'eau à la base des centrales nucléaires va inonder la presse, donc vous êtes bien obligé de le traiter. Donc je voudrais poser cette question-là. Comment sélectionnez-vous les sujets que vous mettez en avant si on laisse de côté ceux pour lesquels ça vous est imposé? Vous n'avez pas le choix, tout le monde en parle, il faut que j'en parle. Mais sinon, dans un monde idéal où vous pourriez faire complètement le choix de vos sujets et que vous ne soyez pas influencé par l'extérieur, vous les choisiriez comment et qu'est-ce que vous mettriez en avant? Donc Géraldine et puis Victor. Alors heureusement, on le fait. On passe, c'est vrai, beaucoup de temps à traiter des choses qu'on n'aurait pas voulu couvrir, mais on en traite plein. Ça va être l'intérêt du public selon qu'on en juge. Moi, je sais pas, je peux juste donner des exemples. Par exemple, quand je vais faire une grande enquête sur la pollution aux particules fines due au bois, parce qu'elle est le CITEPA a récemment le CITEPA qui est l'organisme qui collecte en fait toutes les émissions de CO2 officielles. Voilà, quand on dit la France émettant, c'est le CITEPA qui compte. Ça, c'est une information importante et on va
on va prendre le temps de l'enquête sur les émissions de méthane, par exemple, également. Enfin, il y a 1000 sujets intéressants et on les discute en conférence de rédaction et selon le temps. Et alors nous, on a la chance de travailler dans des titres de presse écrite hebdomadaire où on peut s'accorder 2 mois. Je dis, voilà, si j'ai besoin de 2 mois d'enquête sur ce sujet, ben, je les prends et enfin, c'est très agréable et c'est très confortable. C'est pour le coup pas très représentatif de l'univers médiatique. Oui. Là. Ouais, je crois qu'en fait, il y a sûrement autant de réponses que de rédactions. Ça dépend vraiment, de la force de la rédaction. Le Point et l'Express sont des grands médias, mais on est quand même, on a beaucoup moins de journalistes que des immenses rédactions que vont être, par exemple, je sais pas, Le Monde ou même des chaînes de Est-ce que vous avez l'information pour donner des chiffres sur le nombre de journalistes qu'il y a? Nous, on est une centaine de cartes de presse et Le Monde, il doit être 600. Ouais, c'est 500, 600. Et à l'Express, c'est pareil, même genre de grandeur que... Ouais, on a un petit peu moins nombreux. C'est juste pour avoir des ordres de grandeur. Oui, je crois. Je dis à la louche, parce que je ne sais pas les chiffres. À la louche, je pense que c'est un peu moins d'une centaine. Donc, Mais ce que tu disais. non, pas de souci. Mais effectivement, ouais, il y a vraiment, ça dépend de chaque. Et puis ça dépend aussi de la ligne éditoriale. Effectivement, dans les hebdos, on est moins nombreux, mais aussi on va faire des vrais choix sur, je sais pas, sur je prends un exemple de l'époque où il y avait toujours cette histoire de super lune, etc. À chaque fois, on faisait, en fait, une fois qu'on a traité une fois le sujet, qu'on sait qu'en fait c'est simplement en prenant une photo différemment, qu'on va avoir des effets de super lune, des lunes rouges, etc. On va quand même éliminer ce genre d'infos qu'on va juger pas extrêmement importantes pour nos lecteurs. Et parce qu'aussi dans notre le choix éditorial va être de viser un certain type de lectorat, nous on va essayer de viser des personnes qui veulent avoir de l'information qui n'est pas forcément très chaude, mais sur laquelle on va avoir pris du temps pour vraiment faire des enquêtes et donner quelque chose qui va être plus plus charnu qu'une dépêche AFP ou qu'une information qui a été faite très vite, qui peut être bien fait. Mais disons, on va faire plus de l'analyse pour livrer quelque chose d'un petit peu plus construit. Et puis essayer d'identifier, et on n'y arrive pas toujours, mais essayer d'identifier les sujets qui vont faire l'actualité demain. C'est-à-dire d'être à la pointe de la recherche sur les sujets en santé, sur l'énergie, essayer par exemple, sur l'hydrogène, est-ce que c'est une bulle, est-ce qu'il y a de réelles potentialités, en allant un petit peu plus loin dans l'information, en la décortiquant. Ouais. J'ai terminé par une dernière question, après on prendra des questions dans la salle. Si une personne au premier rang veut m'aider pour faire circuler le micro, ce sera pratique parce que, voilà. Mais juste dans 2 minutes, j'avais donc une dernière question, monsieur le député. Au début, on a évoqué, côté journaliste, comment il s'informait. On vous a posé aussi la question, donc vous avez dit, vous avez votre groupe, vous avez vos conseillers, etc. Mais j'aurais envie de poser une question, parce que vient aussi à l'esprit la place d'organismes qui sont mis en place au niveau institutionnel, qui sont là pour informer. Je pense à l'OPESC. Je pense à ce que disait Géraldine, les agences sanitaires, les académies qui sont quand même sous la tutelle ministérielle. On se fait attendu que vous disiez, en priorité, on va, je veux dire, bien sûr, c'est important que vous ayez vos conseillers, votre cercle de confiance. On est tous comme ça. Il y a des gens, je veux dire, avec qui on se sent bien et on a confiance, donc on a envie de voir. Mais du point de vue institutionnel, quel est votre point de vue justement sur toutes ces instances? Et puis, comment faudrait-il les faire évoluer? Sont-elles adaptées? Enfin voilà, il y a quand même des questions qui se posent autour de l'OPES, les académies des sciences, l'académie de médecine, qui devraient être peut-être des références immédiates. Oui, alors bien sûr, moi je ne suis pas scientifique à la base et je ne suis pas membre de l'OPES d'ailleurs, je le regrette. Il semblerait que ce soit important d'y être. Mais voilà, donc oui, quand je disais tout à l'heure, vous parlez du cercle de confiance, mais c'est bien évidemment que ce soit le groupe politique ou les collaborateurs, c'est vers eux qu'ils vont se tourner. Hein. Moi, je ne me tourne pas directement parce que sinon, en fait, il y a entre les académies ou toutes les administrations qu'il peut y avoir. C'est moi, quand je suis sur le domaine des médias, je me retourne vers l'ARCOM par exemple, vous voyez, mais il y a ou vers la haute autorité de la concurrence si on revient sur le sujet des droits voisins. Moi, je travaille pas tellement sur le sujet scientifique puisque je suis dans la commission culture et éducation et donc je me tourne plutôt vers ces sujets-là. Mais j'ai tendance à faire confiance aux gens qui vont aller interroger, bien évidemment, toutes ces structures si c'est nécessaire. Alors, on va prendre des questions. Juste une remarque, parce que ça pourra faire une autre table ronde. Au Royaume-Uni, il y a toute une campagne qui est faite avec un certain nombre d'élus qui consisterait à dire dans les projets de loi,
il serait important qu'il y ait une première partie qui dise sur quelles données factuelles vous basez votre proposition de loi, données factuelles étant sourcées. Ça ne veut pas dire que les données factuelles disent ce que doit être le projet de loi, mais que ce soit dans le domaine scientifique ou culturel, c'est telle étude, c'est telle académie, c'est telle société savante, voilà les données, et voilà finalement ce qu'on propose, ce qui permet aux citoyens de voir quelle a été la base rationnelle d'une décision publique en la fondant sur des données qui sont du coup transparentes et objectivables. Et les données ne dictent pas ce que doit être la solution. Peut-être ça pourrait être l'objet d'une table ronde. Ouais, c'est une bonne idée. Après, les textes sont relativement indigestes habituellement. Les études d'impact. Oui, voilà, j'allais dire les études d'impact. Mais en fait, il faut savoir que des fois, on nous refuse les études d'impact. Donc c'est assez compliqué. Puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que que les gens ne savent pas forcément, vous parlez de la Grande-Bretagne, mais les cabinets de députés en Grande-Bretagne, il y a 10 ou 15 personnes. Moi, j'ai 3 collaborateurs, dont un seul à Paris, qui m'ont ouvert toute la partie législative, vous voyez. Donc les moyens sont relativement limités. C'est pour ça qu'on est aussi obligé de faire confiance des fois à des organisations au-dessus qui vont être le groupe politique ou voilà, des contacts qu'on a sur place. Donc merci pour l'aide. Nous, on a le projecteur dans les yeux, donc allez-y, vous avez le micro. Donc, Bonjour et merci à vous d'être là. J'avais une question principalement pour notre législateur ici présent. Comment vous envisagez-vous, d'un point de vue de la loi, le fait que certains de nos organismes de tutelle, je pense à l'Ordre des médecins pour les médecins, je pense à l'ARCOM pour les médias, ou même des chercheurs de services publics, par exemple, qui désinforment et utilisent les médias ici présents, pas eux en particulier, mais c'est un exemple, utilisent les médias pour désinformer toute la journée. L'ARCOM ne réagissent pas. On a eu un éminent chercheur de l'IHU en prime time sur des chaînes d'infos sans problème. Aucune réaction de l'ARCOM, aucune réaction de l'Ordre des médecins. De la même manière, quand un sociologue du CNRS nous explique que les vaccins tuent, personne ne bouge, avec de l'argent public, dans le plus grand des calmes. Comment vous, législateurs, vous envisagez ça? Est-ce que vous subissez comme nous la faillite de ces tutelles à tous les niveaux? Et est-ce que vous, faiseurs de loi, vous imaginez à un moment possible que le débat devienne plus serein parce que vous aurez légiféré sur la question de la désinformation scientifique et médicale? Voilà, c'est une grosse question. Alors sur l'Ordre des médecins, je ne saurais pas trop quoi dire. Je n'ai pas une très grande connaissance de ce sujet-là, je l'ai dit précédemment. Sur l'ARCOM, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous avez peut-être l'impression des fois qu'ils ne réagissent pas, mais l'ARCOM, en fait, fait ce qu'on lui dit de faire et en fait, obéit à la loi. Et dans la réalité, les procédures de sanctions ou de mise en garde sont assez compliquées, assez longues, il faut qu'elles soient répétées. Et alors, ça fait partie, effectivement, des éléments. Là, actuellement, il y a un travail sur les états généraux de l'information. Je suis aussi membre d'un groupe de députés qui travaille sur ce sujet. Et un des buts, notamment, est de simplifier effectivement toutes ces procédures parce qu'effectivement, comme elles sont trop longues et trop successives, eh bien, effectivement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et demain, il faut qu'effectivement, ça aille beaucoup plus vite. On a eu le sujet de CNews récemment et il ne faut pas en arriver comme disait Coluche, la première fois, je siffle, la deuxième fois, je mets un blâme et la quatrième fois, je te dégrade. Donc là, c'est un peu cette difficulté-là. Donc, c'est vrai que les gens se plaignent de l'ARCOM, mais pour bien connaître l'ARCOM maintenant, et être souvent en relation avec eux, et les avoir auditionnés d'ailleurs au sein de la commission d'enquête sur la TNT, où j'étais aussi membre, où elle était pas mal sollicitée, c'est qu'elles ne font qu'appliquer, l'ARCOM ne fait qu'appliquer les procédures qui lui ont été dictées par le cadre législatif. Alors vous avez raison, il n'est peut-être pas adapté. Il n'est surtout pas adapté maintenant à la vitesse de l'information, on disait tout à l'heure. Et vous avez raison aussi aux tentatives de désinformation de certains groupes de lobby, on va dire. Et donc, il est nécessaire d'aller un peu plus vite sur ces sanctions. L'ARCOM n'est juste sur la désinformation scientifique. L'ARCOM, monsieur a raison, ne fait rien. Oui. Mais ce que je te disais, c'est que je ne suis pas les sujets scientifiques, donc du coup, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Mais s'il ne fait rien, et que ça touche le monde de l'information, effectivement, il y a quelque chose à revoir. Je vous laisse gérer les questions comme je ne vois pas les bras qui se lèvent. Voilà, super, merci. Bonjour, Laurent Bourbaguian. Le micro plus près du... D'accord, Laurent Bourbaguian, donc je suis un scientifique. Vous avez avoué être incompétent en sciences. Mais, non, et vous allez vers les experts pour vous renseigner. Alors, j'ai deux points que je voudrais connaître. C'est, d'une part, comment est-ce que vous abordez le dissensus scientifique? Et d'autre part,
comment est-ce que vous vérifiez que la transmission de l'information a été correctement faite, c'est-à-dire que ce que vous avez compris de la discussion est effectivement ce qui vous a été fourni comme information. Merci. Victor, Géraldine après. Ouais. Je n'ai pas dit que j'étais incompétent en sciences, j'ai dit que je n'étais pas moi-même scientifique et que je ne veux pas me prétendre expert de toutes les études que je vais lire. Mais pour répondre à votre question, c'est vraiment difficile, effectivement, d'y répondre justement. Il y a plusieurs manières. Déjà, je crois qu'une des choses qui est importante, c'est que quelque chose qu'on nous apprend en études, en école de journalisme, qui est très basique, c'est qu'on va essayer d'avoir au moins 3 sources différentes qui vont nous dire la même chose et qui ne sont pas liées entre elles. Et que si ces 3 sources-là sont concordantes, on va pouvoir avoir un début pas de certitude, mais en tout cas un début de preuve. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez général qu'on nous apprend. Ça ne s'applique pas forcément à la science, mais c'est déjà une méthodologie qu'on a d'essayer de parler à plusieurs personnes. Tout à l'heure, on disait s'il y a un chercheur ou une équipe qui publie une étude, on va leur parler évidemment pour qu'ils nous expliquent les résultats. Et idéalement, on va essayer de parler à voire une autre équipe qui sont concurrentes entre guillemets, mais qui travaillent sur le même champ de recherche pour voir s'ils l'ont lu, pour voir ce qu'ils en pensent, etc. Ensuite, on peut, pour savoir qui dit vrai entre guillemets, avec des gros guillemets, mais il y a des sites qui sont très bien faits là-dessus. Je pense à PubPeer notamment, qui permet on va prendre une étude, si c'est une étude ancienne qui ne vient pas d'être publiée, on va la mettre sur PubPeer, on va voir s'il y a des commentaires. En général, s'il y a des commentaires négatifs sur PubPeer, c'est qu'il y a un problème. La plupart des commentaires, comme me disait Boris Barbour, qui dirige le site, c'est qu'ils sont négatifs. Ça peut être une façon d'identifier des problématiques. Il y a aussi des blogs, je pense au blog de Léonide, mais en fait, il y a plein de blogs. Il y a aussi le travail d'Elisabeth Bick, par exemple. Mais on peut prendre plein d'experts comme ça qui sont spécialistes en fraude pour essayer de voir si ces études-là ont déjà été flaguées, entre guillemets, sont de mauvaise qualité ou pas. Et en fait, on a plein d'outils en fait, différents comme ça pour essayer de se renseigner sur des études et pour essayer de savoir si elles sont à peu près fiables, si elles sont contestables, s'il y a une controverse positive, entre guillemets, ou si vraiment c'est... comment dire ça poliment, ou si c'est une étude qu'on doit mettre de côté. Voilà. Géraldine. Oui, tout simplement, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Victor. On n'est pas scientifique, mais on est quand même capable de comprendre une note méthodologique, on est capable de lire des tableaux, enfin, on n'est pas non plus... voilà. Et puis, alors, quand il y a un dissensus et qu'on a fait toutes ces vérifications, mais on le dit, en fait, on l'écrit. On n'est pas là pour trancher, donc c'est tout simplement. Une question justement que je me pose, comment ça se passe dans les rédactions. Là, on a peut-être un biais de sélection des journalistes qu'on fait venir ici. Vous êtes des journalistes de rubrique science, de rubrique, et vous avez toute cette méthode-là. Mais souvent, on dit, est-ce vrai ou pas vrai, que dans les rédactions, un certain nombre de sujets ne vont pas passer par des journalistes scientifiques, mais vont aller directement d'un service société, parce que ne serait-ce que la controverse médiatique a pris une dimension sociale. Et donc, des journalistes de société vont traiter des pesticides dans l'environnement, de tas de choses, et ne vont peut-être pas avoir cette dimension-là. Donc, comment ça se passe dans les rédactions? Est-ce que c'est vrai, d'une part, que des fois, tout ne passe pas par vous? Et comment vous interagissez avec vos collègues qui n'ont pas forcément cette formation-là Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi chez nous, parce qu'on n'est pas, on peut pas se multiplier partout, mais on demande en tout cas de la vigilance et de toujours s'en tenir aux sources. Moi, j'ai un exemple récent qui était assez symptomatique et je crois que tu l'as couvert aussi. Une étude de l'INSERM qui a été reprise dans toute la presse qui disait que la densité de la vigne augmente de 10%, enfin de manière linéaire, le risque de cancer quand on vit près des vignes. Alors, donc, il y a une présentation de cette étude à laquelle moi j'assiste, et puis on voit très bien que l'étude est quand même très très fragile parce que on voit cet effet uniquement dans certaines régions, mais pas du tout dans d'autres régions qui sont très viticoles. La densité jouerait, mais plus on vit près de vignes, moins on aurait de risque de cancer. Enfin, il n'y avait rien qui allait dans les données publiées, dans la méthodologie. Évidemment, les chercheurs qui ont produit l'étude veulent y voir quelque chose. On voit aussi un biais de... j'imagine qu'ils ont plus de financement de recherche quand ils cherchent dans cette direction. Donc, et alors, c'est assez simple finalement à traiter parce que cette étude-là, on peut la soumettre à des chercheurs qui n'ont pas travaillé dessus,
qui sont complètement neutres. Moi, pour le coup, je l'avais. Alors, il y avait Catherine qui est là dans la salle que je lui avais envoyée, Catherine Hill, et puis il y a d'autres, des biostatisticiens, simplement pour leur demander qu'est-ce que vous pensez du travail statistique qui a été fait là-dessus. Et ça, je l'avais soumis à 2 biostatisticiens qui ne travaillent pas du tout dans le domaine des pesticides, qui sont, eux, des spécialistes de l'analyse statistique. Et donc, sur ces 3 sources, je me suis basée pour dire, oui, bon, c'est quand même limité. Voilà. Mais ça prend un peu de temps, mais pas tant de temps que ça. Enfin, ça avait pris en gros une journée. J'avais pas publié le jour même, mais le lendemain. Donc ça reste possible. Maintenant, dans les rédactions, et je veux pas jeter du tout la pierre à mes collègues, c'est vrai que ça demande quand même d'avoir une certaine assise. Quand un chef vient voir un jeune journaliste et lui ordonne de faire l'article pour le soir 18h, c'est quand même compliqué quand on est jeune de dire bah non, je vais pas y arriver. Ouais, je rebondis juste très rapidement là-dessus. Moi, au tout début, par exemple, exemple très concret, mais sur l'hydroxychloroquine, on vient me voir, j'ai une ancienne collègue qui est venue me voir et qui m'a dit bon, bah, t'as vu ça, il faut immédiatement le traiter, mais plutôt dans un objectif de waouh, c'est super, il faut avoir un point de vue positif. Et moi, j'ai freiné pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Et on m'a quand même dit mais attends, t'es qui? T'es juste un petit journaliste. Scientifique, à lui c'est un grand chercheur, voilà. Donc ça a été très compliqué à argumenter, j'ai fini par avoir un petit peu gain de cause, mais ça se joue dans plein de rédactions, c'est sûr, et c'est compliqué, effectivement, tout passe pas par nous, tous les sujets passent pas par nous, notamment en éducation. Il y a beaucoup de sujets scientifiques qui touchent à l'éducation et qui sont à des services sociétés. Et si je ne crache pas sur tous mes collègues, il y a plein de journalistes sociétés qui bossent très bien, mais effectivement, il y a de la science absolument partout. Et on peut pas non plus à chaque fois avoir l'angle scientifique forcément, parce qu'il y a des problématiques sociétales et des problématiques politiques qui sont intéressantes et qui intéressent par ailleurs les citoyens aussi. Donc, voilà. On va prendra peut-être pas toutes les questions, donc soyez assez bref sur les questions, on va peut-être en prendre 2 ou 3 ensemble de questions. Allez-y. Oui, merci. Jean-Philippe Vuillet, hospitalo-universitaire. Micro plus près de... Oui, Jean-Philippe Vuillet, hospitalo-universitaire. Merci pour cette discussion. Moi, dans le titre, il y a « Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui ?» avec le degré d'urgence que vous soulignez et qui pose problème. J'ai une question sur qu'est-ce qui était vrai hier, finalement. Je suis assez sensible aux petits entrefilets dont tout le monde se fiche, qui disent que finalement, un tel a été débouté, etc. Il ne s'est rien passé. Et donc, voilà une interrogation. Je prendrai un exemple. Quand j'étais plus jeune, il y a eu une psychose comme ça. C'était les prions et la vache folle. Et donc je me dis, est-ce qu'aujourd'hui les journalistes ne devraient pas s'intéresser à a-t-on eu raison d'incinérer des troupeaux entiers comme ça? Voilà. C'est une question qui peut éclairer a posteriori la panique d'un moment. On va prendre une deuxième question, et comme ça permettra donc sur finalement comment on revient après coup sur des sujets qui ont été traités. Oui. Donc, merci beaucoup à Victor Garcia d'avoir parlé de la panique morale autour des écrans et de l'autisme. Je suis secrétaire d'une association, la Neurodiversité France. Il faut savoir que très régulièrement, nous, on est sur les plates parce qu'on a des gens qui nous contactent, qui nous disent « Ah, les écrans, etc., quel est l'effet réel ?» Et on doit faire le travail de fact-checking qui n'a pas été fait en amont. Donc, voilà, merci beaucoup d'en avoir parlé. Je voudrais savoir comment on peut éviter d'avoir... parce que quasiment tous les 6 mois, on a trouvé une nouvelle cause de l'autisme. Ça pourrait être un autre sujet, mais bon, bref... voilà, nous on est en assaut. Derrière, on doit corriger ce travail qui n'a pas été fait. Comment faire en sorte qu'il y ait moins d'articles alarmistes sur ce sujet-là ou sur d'autres? On prend ces 2 questions. Donc, je vais sur la première et puis après on revient sur celle d'avant. En fait, il ne faut pas sous-estimer entre guillemets l'influence que tout le monde peut avoir, citoyens, associations, etc., sur les journaux. Il y a quand même la plupart des journalistes qui sont très ouverts à reconnaître qu'ils ont fait des erreurs ou à être nourris d'ailleurs de nouvelles informations. Et moi, je sais par exemple, sur l'autisme, on a beaucoup travaillé avec des associations, notamment parce qu'on avait fait un dossier sur la psychanalyse, où c'est une énorme problématique aussi, comme vous le savez, sans doute. Et donc, on est nourri en fait par ça. Et des fois, on a des lecteurs, dans les courriers des lecteurs, etc., qui nous alertent en disant « Écoutez, là, vous avez vraiment écrit n'importe quoi ». Moi, j'ai des contacts aussi, un dans cette salle notamment, qui m'a fait remarquer qu'on avait fait des erreurs dans des articles. Et effectivement, et ça, c'est des bonnes choses. Et c'est aussi comme ça que des journalistes peuvent apprendre de leurs erreurs et plus les faire et aller plaider aussi auprès de leur rédaction en disant « Regardez, je sais pas, il y a telle association ou tel expert ou tel scientifique qui nous explique
En général, c'est mieux si vous le faites gentiment plutôt qu'avec des insultes, hein, mais qui nous explique voilà, point par point pourquoi est-ce que c'est trompé. Et ça peut vraiment influencer les différentes rédactions pour éviter de reproduire ces erreurs. C'est une des pistes en tout cas, il y en a plein. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense on rêve aussi souvent que les scientifiques sortent un peu plus de leur laboratoire quand il y a vraiment des âneries, des contre-vérités proférées. Mais vous êtes fondé à le dire de façon rationnelle, argumentée. Mais on a parfois du mal parce que c'est souvent sur des sujets qui sont comme ça, très polarisés, l'objet de vraies batailles sociétales. C'est vrai que les propagateurs de fake news sont des gens assez violents, assez harcelants, et on peut craindre, et à raison, de rentrer dans ce marigot. Néanmoins, c'est très utile. Moi, je me souviens que les débats sur l'homéopathie ont été grandement facilités pour nous par le fait qu'il y avait les NoFakeMed qui se sont exprimés, qui avaient développé un argumentaire qui était très construit. Donc ça a été un vrai soutien et je pense un vrai enseignement pour tout un tas de journalistes parce qu'ils avaient accès assez facilement à cette information. Elle existe. Pour répondre à la question de monsieur sur le retour, oui, on devrait pouvoir revenir dessus et je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de la fausse affaire des bébés sans bras dans l'Ain, donc qui a fait la une des médias pendant 6 ans, hein. Très régulièrement, il y a eu un comité de scientifiques international qui a été mis en place pour investiguer cette affaire. Sous l'égide, il y avait l'ANSES, Santé publique France. Ils ont travaillé pendant 2 ans, une vingtaine de scientifiques complètement détachés du truc. Ils ont rendu un rapport et il y a eu une conférence de presse organisée au ministère de la Santé. Il y avait 120 journalistes. Il y a eu 0 article publié. Il n'y en a pas eu un seul. Le fait est, les rédactions ont du mal à reconnaître qu'elles ont fait des erreurs et qu'elles se sont trompées. On va prendre encore 2 minutes pour terminer à peu près à l'heure. Juste avant de prendre la dernière question, je voulais quand même prolonger la question revenir sur des erreurs qu'on a fait. Du point de vue des députés, ça vous arrive aussi de dire finalement on s'était appuyé sur une connaissance, mais la connaissance ça apparaît fragile, invalide et que finalement il faudrait revenir là-dessus ou c'est aussi difficile que dans le journalisme? Non, c'est jamais facile de reconnaître ses erreurs, mais oui, il faut être capable de le faire, ou comme capable de dire, je sais pas, hein, on est confronté à tellement de sujets qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Quand on est tous pris des fois dans un emballement médiatique ou un emballement, j'ai dit tout à l'heure, de vitesse de l'information, et nous-mêmes, on peut être à même de répercuter des choses qui sont fausses. Il faut être capable de... Vous avez des exemples, pas forcément personnels, mais de sujets sur lesquels finalement vous vous êtes rendu compte que les politiques ou peu importe qui, vous étiez basé et finalement la connaissance n'était peut-être pas celle-là et qu'il a fallu réviser des choses ou c'est... Pas d'exemple en particulier, mais tout à l'heure, si on revenait sur l'histoire des punaises de lit, j'étais moi-même inquiet dans mon immeuble à Paris. Je me suis imaginé que les punaises traversaient le palier et allaient venir dans... Vous voyez, donc bon, en fait, on n'est pas... On peut être législateur, mais on est aussi un être humain et on est soumis aux mêmes choses, quoi. On va prendre une question rapide. Boris, je pense qu'il fait la session d'après, comme il m'avait mangé 5 minutes sur ma session d'avant, je vais lui manger 2 minutes. Bonjour, c'était hier. Merci beaucoup pour ce que ça va apporter. En tant que journaliste, comment arrivez-vous à prendre de la distance avec vos propres opinions et vos propres biais cognitifs? Et le journaliste peut-il être neutre dans ce qu'il raconte? Pareil pour les politiques, si je puis me permettre. On fera peut-être pas tout, mais les questions sont posées. On va le faire très très rapidement. Donc vous avez 1 minute, même pas 1 minute chacun. Et ok, puis, très rapidement. Alors c'est sûr que c'est très difficile. On essaye d'être vigilant et comme j'ai expliqué tout à l'heure, on essaye d'avoir plusieurs sources en fait et de donner, d'essayer de balancer les différents propos. Ce qui peut être compliqué en science, c'est qu'on peut pas, par exemple, si on a un anti-vax enfin un chercheur qui va être anti-vax, et un chercheur qui va expliquer que les vaccins fonctionnent, on peut pas les opposer face à face, comme si le poids avait autant, l'un avait autant de poids que l'autre, parce qu'on connaît le consensus scientifique sur la question, et donc forcément, mais ça c'est pas vraiment une question d'opinion, mais c'est pour expliquer qu'on doit essayer de varier les sources, tout en donnant pas trop d'importance aux sources qui disent n'importe quoi. Maintenant sur nos opinions, forcément, la neutralité c'est vraiment un énorme débat. Elle n'existe pas entièrement. Ce qu'il faut il faut toujours être prêt à se remettre en question en tant que journaliste et aussi à interroger
fait, des personnes qui vont donner leur avis. Nous, en fait, on doit savoir tendre un micro et pas écrire. C'est les éditorialistes, en fait, qui vont donner leur avis. En tant que journaliste, on n'est pas censé le faire. On est censé donner la parole à différents experts qui, eux, vont donner leur avis, ou en tout cas leur analyse, quoi. Donc, j'ai envie de dire exactement comme vous, scientifique, hein, la méthodologie, et c'est tout. Je veux dire, c'est les données, les faits, point. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ajoute à ce que je disais au début de cette conférence. Bien sûr, j'interroge des experts, mais je lis toujours les données moi-même. Ça part de là. Et les journalistes doivent se former à savoir le lire, ne serait-ce que pour... Il ne s'agit pas de tout comprendre, mais de pouvoir déceler quand même tous les points saillants et d'aller vérifier, quand on vous donne des pourcentages, des p-values, pour pouvoir vérifier que c'est bien ce que disent les données. Parce que, voilà, les biais, il n'y a pas que les journalistes qui en ont, les scientifiques en ont également. Et donc, en appliquant cette méthodologie, voilà, ce sont les faits et les données qui parlent, pas nous. Un dernier mot, et puis après... Oui, alors là, ça va être vachement plus simple, parce que forcément, d'abord, déjà, si on fait de la politique, c'est que souvent, en fait, on a un corpus idéologique et des valeurs à défendre, et voilà, une vision de la société. Donc forcément, quand on voit arriver une information, on est toujours un petit peu avec peut-être des idées préconçues, ou en tout cas une analyse qui n'est peut-être pas l'analyse totalement neutre. Mais il faut quand même... Enfin, moi, par contre, tout à l'heure, vous me donnez des exemples, j'en ai pas forcément la citer, mais il m'est arrivé souvent de me dire, je vois l'info, je me dis, j'ai une réaction, et ensuite, bon, peut-être pas une réaction publique, hein, mais ensuite, avec le recul, je me dis, oui, mais c'est ta vision idéologique, ou ton corps idéologique qui t'a fait réagir comme ça, mais en fait, c'est pas la bonne réponse, quoi. Et ça, c'est la difficulté. Être neutre en tant que politique, c'est quand même assez compliqué, quand même. Il faut essayer. Ben écoutez, merci beaucoup à tous. Désolé d'avoir mangé un petit peu de 3-4 minutes.